Regardez comme mes larmes coulent. On est sur la scène. Il reste encore des gens qui sont ici. C'est magnifique que vous soyez encore là. C'est la dernière session technique, si je puis dire. Après, il y aura une clôture et autres pour ce soir, pour ce salon. Et je termine en beauté avec un chevelu comme moi, Yann. Salut. Salut Pépé. Ça va? Ouais, très bien. Je t'ai vu sur le salon. Vous avez vraiment un stand où il y a du monde en permanence. C'est du délire complet. Et je pense que la plupart des exposants ici sont surpris du nombre de personnes, mais chez vous particulièrement, ça a été du délire, quoi. C'est un vrai délire, on est super contents, on est épuisés mais on est contents, donc ça. On est tous un petit peu épuisés, mais épuisés de bonheur. Ouais. Donc toi, tu représentes les marques. Alors je représente plusieurs marques, je représente Denon, Marantz, Bauer & Wilkins. Il est revenu. Pardon, excusez-moi. Je représente aussi Denon, Marantz, Bauer & Wilkins. Classé, Polk, Definitive Technology, donc il y a pas mal de marques dans le groupe pour toute la partie audio, donc on a 3 marques d'enceintes et 3 marques d'électronique. C'est du délire, parce que c'est pour ça que sur le salon, enfin sur votre stand, il y a autant de points d'intérêt. Et vous avez une salle principale que moi j'ai kiffé, parce que dedans vous avez un projecteur de folie qui s'appelle le Raptor de chez Sony. Vous êtes le seul à l'avoir, ce produit. Le seul à l'avoir, en plus on l'a fait calibrer par quelqu'un de très connu qui fait les calibrations ISF, donc on a une superbe calibration, en plus on a le mat VR derrière. Bienvenue. Voilà, le mat VR derrière, donc on a vraiment quelque chose de superbe, et puis après on a une salle qui est complètement traitée, et puis la salle est en RT38, donc on a une superbe... Ça veut rien dire pour les gens. Donc la salle, attends Yann, la salle est en RT38. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a un temps de réponse qui est très rapide et qui permet de ne pas avoir trop de diffraction. Ça veut dire que la salle est vraiment bien traitée et qu'elle est dans les normes de ce qu'on peut trouver dans les salles de cinéma. Donc pour avoir la meilleure impression possible, la meilleure pression acoustique, la meilleure dynamique. Donc c'est vraiment ça qui est important. Donc il y a aussi tout un traitement de la salle qui est important. Ce qui est important pour l'expérience, parce que quand on est sur ce type de salon, le plus compliqué, c'est que ce ne sont pas des salles de cinéma. Donc on se retrouve avec une sorte de cahute qu'il faut aménager, qu'il faut traiter acoustiquement. Il y a des gens qui passent un temps fou, hein, et j'ai vu des gens travailler pendant des heures et même la nuit entière chez Sony, justement avec Trinov et tous nos potes de Trinov, qui ont bossé comme des fous parce qu'il n'y a pas le choix. Oui, il y avait 15 heures pour le faire, donc 15 heures pour monter une salle dans une salle, parfaitement traitée. Donc c'est des boîtes qui ont été conçues en amont et qui ont été démontées, remontées sur le salon pour 15 heures pour correspondre parfaitement à une acoustique cinéma. Et là, tu es ici parce que parmi les choses que tu présentes, ce qui est fou avec Denon, c'est qu'on a fait plusieurs grands déballages, donc unboxing sur le média YouTube, sur media.com, et à chaque fois, on a fait des unboxings de monstres. Ouais. Ne dis pas que t'en as un autre, t'as encore un monstre qui vient du fin fond du Japon. Alors, on a un plus petit monstre par rapport à la VC1 qu'on avait déjà sorti l'année dernière. Quelle merveille. Qui est un superbe ampli, c'est lui qui tourne dans la salle d'ailleurs, avec un ampli Marantz derrière. Mais on a son petit frère, qui a 2 canaux de moins, mais qui est déjà 13 canaux, qui permet d'alimenter 4 caissons de basse, et qui est vraiment un superbe ampli, puisqu'on va reprendre toute la technologie du préampli qu'on avait fait et développé sur la VC1 dans une version plus abordable. Bon, on est encore sur des budgets un peu élevés, mais c'est plus abordable puisqu'on est à 4 700 € au lieu de 7 000 €, ce qui permet aux gens qui veulent faire un 13.4 chez eux de faire quelque chose de très sympa. Tu sais que le tarif est élevé. On va pas se mentir, c'est élevé. Mais malgré tout, moi connaissant bien vos produits, ayant vraiment beaucoup manipulé vos produits, par rapport à ce que sait faire le produit, on n'est pas sur des tarifs qui sont hallucinants compte tenu de l'endroit où on a des produits hi-fi qui commencent à 10, 15, 20, 30 000 €. Donc on est sur des produits qui sont donc home cinéma. Tu peux nous dire un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit pour la partie stéréo et home cinéma? Alors sur la partie qu'on va avoir sur la partie amplification, ce qui est très important, c'est qu'on va avoir un énorme EI-core. Donc ça, c'est une tradition chez Denon, on travaille en EI-core et pas en toroïdal, ce qu'on va faire chez Marantz. EI-core en toroïdal, ça c'est le dur à dire. Hein. Ouais. Donc il est central dans l'architecture. Il est central dans l'architecture. Un gros bloc. Là. Un gros bloc qui va alimenter toute la partie amplification. Après, on a des amplifications à découpage qui vont servir pour les cartes numériques, les cartes HDMI, etc., ou le préampli. Donc on va tout séparer de manière à avoir des courants complètement distincts sur chaque élément. Ça c'est très important, ça évite tous les courants de fuite, tous les défauts, des erreurs de masse, etc. Et ensuite, on va avoir aussi une structure qui va être avec un radiateur droite, un radiateur gauche, et on va avoir des cartes mono qui sont affichées contre ces radiateurs, contre une plaque de cuivre pour une bonne dissipation thermique des MOSFET. Donc ça, c'est l'idée d'avoir ça, c'est vraiment de garder une température idéale, parce qu'un MOSFET va parfaitement fonctionner à une certaine température. Un MOSFET.
Ça aussi, retenez bien les mots, parce que Ouais. Yann, à la base, c'est un peu formateur, Voilà. donc, quelque part. Donc Yann forme des gens qui sont déjà un peu au courant de ce qui se passe. Donc quelquefois, nous, on a des verbiages, et moi, mon rôle, c'est d'essayer de décoder pour que les gens ne soient pas trop perdus. Les MOSFET, c'est des trucs que nous on utilise, mais voilà. Le MOSFET, c'est le transistor final qui va amplifier le son. Donc ça, c'est l'élément clé d'un amplificateur. Et lui doit fonctionner à une certaine température, donc où on l'ajuste avec du courant. Ça veut dire qu'on va envoyer plus ou moins de courant pour l'ajuster. Mais l'idéal, c'est de moins l'ajuster possible, parce que sinon on va faire des oui, variations. tu vas avoir des oscillations, il faut le refroidir. Il faut le refroidir. Donc c'est pour ça qu'il faut des gros radiateurs, il faut des plaques de cuivre, il faut des éléments qui coûtent cher à intégrer pour pouvoir avoir cette qualité audio et cette stabilité dans la musicalité. Parce que l'idée, et on a expliqué plusieurs fois ici avec des gens qui sont venus de grosses marques IFI, c'est que il y a un truc, quelquefois les gens se rendent pas compte, la moindre petite note d'un piano, c'est déjà une sollicitation énorme pour un ampli. Alors bien sûr qu'après, il y a le pianissimo, fortissimo, mais déjà la moindre chose est un gros travail. C'est assez délirant. C'est un gros travail, et puis il faut imaginer que un piano si on prend un piano à queue, avec sa masse et son envergure, il va pouvoir déplacer une masse d'air importante, donc il faut pouvoir déplacer exactement la même masse d'air. Et par exemple, quand on écoute un film, il y a une explosion, il faut avoir cette explosion. La patate, la patate, sur une fraction de seconde. Ils redescendent juste après. Et c'est être silencieux total juste après. Donc il faut aussi que les bruits de fond, des DSP, de tout ça, soient complètement maîtrisés pour pas avoir un derrière qui soit dégênant et qui va éliminer cette compréhension de la scène et de l'immersion complète. Parce que, encore une fois, ce qui est important de ce que tu dis, et c'est merveilleux de t'avoir ici, c'est qu'une sollicitation en crête immédiate, ça doit être suivi d'un blanc possible immédiat, enfin d'un silence immédiat. Est-ce qu'on se rend compte du travail qu'il faut avoir au niveau de l'alimentation pour arriver à supporter un truc pareil, et bien sûr les étages de puissance, tout ce qui va avec. C'est du délire. C'est du délire, et c'est heureusement qu'on a des éléments techniques qui nous aident, c'est les capacités, notamment qui vont être comme un château d'eau qui va permettre d'avoir une réserve. Voilà. C'est comme une grosse batterie en fait qu'on va vider d'un seul coup et qui va pouvoir générer plus de courant que ce qu'on va pouvoir tirer de la prise de courant aussi, parce que ça c'est important, il faut pouvoir à un moment donné envoyer plus de watts que ce que consomme l'ampli sur une fraction de seconde pour cette impulsion. La notion de crête immédiate, de pic, comme on a sur les téléviseurs, des pics de blanc, il faut que le derrière ça tienne tellement bien qu'on ait le pic de blanc, il s'écroule pas. Ouais. Mais c'est toute une architecture, c'est une ville numérique, ce type d'ampli, parce que moi je connaissais bien l'autre, et là c'est une version, une petite réduction de tête, vous perdez que 2 canaux, vous restez en 13. Et donc, combien de caissons de graves tu peux alimenter avec ? 4 caissons de graves. En fait, l'idée, c'est vraiment maintenant d'arriver à la gestion des caissons graves. On s'est rendu compte avec le temps que d'avoir un seul gros caisson dans une pièce posait des problèmes acoustiques. C'est très difficile à calibrer un caisson dans une pièce parce qu'on peut avoir des ventres et des creux. Donc ça va annuler. On peut avoir un énorme caisson de basse et au point d'écoute, on peut rien avoir du tout. Donc ça, c'est très gênant. Et quand on multiplie les caissons de petite taille ou de taille moyenne, on arrive à beaucoup mieux maîtriser en fait cette qualité et de ne pas avoir ces ventres et ces creux à l'endroit désiré. Il y a beaucoup de marques qui font justement 2 caissons. Il y en a 2 qui sont fournis avec parce qu'on considère déjà que ça équilibre pas mal et ça évite le trou d'air, quoi. Mais là, en plus, on va plus loin. Sur les amplis Denon, on a en plus une gestion qui permet de le travailler aux enceintes les plus proches. Donc ça permet, par exemple, de dire... Non, mais j'écoute, travailler aux enceintes les plus proches. Alors, j'essaie de me mettre la pièce, je dis c'est quoi ? Alors, imaginons qu'on mette les caissons à chaque coin de pièce, ce qui n'est pas l'idéal, mais on va dire, on va schématiser, et on va dire qu'en fait, l'enceinte avant droite va fonctionner avec le caisson droit, et la hauteur avant droite va fonctionner aussi avec ce caisson-là, et la centrale aussi. Par contre, le caisson gauche va fonctionner avec la partie grave des autres enceintes. Bien sûr, en dehors du LFE, c'est la gestion de la partie grave. L'intérêt de ça, c'est que ça va aussi donner sur un film, quand des gros objets vont se déplacer dans la pièce, cette sensation de mouvement droite-gauche, ça peut être équilibré. Parce que dans le mixage à la base, quand on le mixe pas avec un creux au milieu. Il est équilibré, il passe d'un côté à l'autre. Si c'est mal retranscrit, on a l'impression que la carriole ou le cheval ne suit pas. Non, ça fait boum boum. Boum boum boum. Et ça, c'est pas tout ce qu'il y a à l'écran, quoi. D'où l'importance justement de l'étalonnage des salles de cinéma avec tous les gens avec qui tu travailles et Trinov pour qu'il y ait cette continuité. Ouais. C'est tout reproduire de la musique ou bien reproduire des scènes cinéma qui sont de mieux en mieux mixées c'est extrêmement complexe. D'où l'idée d'avoir ce type de produit. Ouais, et les enceintes qui vont avec, je ne sais pas parler des enceintes que tu as mis toi derrière. J'ai mis toute la série CT de chez Bauer, c'est la série 700 en version encastrée, avec 4 caissons CT15, donc des gros caissons de basse, et on a alimenté ça sur chaque caisson de basse, on a mis un ampli de 1000 watts de chez Bauer & Wilkins. Donc on a 4000 watts d'amplification pour les caissons de basse,
Et on a 400 watts en frontal et 250 watts sur les arrières. Donc, Tu m'étonnes quand on t'entend du bout de l'allée. Tu le sais, ça. Ouais. Ce matin, quand j'ai fait mon live là sur la chaîne, j'entendais du bout de l'allée. J'ai l'explication maintenant. Vous avez 4000 watts dans le truc quand même. Ouais, mais pour les extrêmes basses, Bah oui. si on veut une sensation. C'est ça qu'on entendait au bout de la pièce, au bout du couloir. Oui, c'est on grave. entend pas les aigus parce que la salle absorbe tout, mais toute la partie grave, malheureusement, on peut pas la filtrer, elle passe. Bah, oui, n'importe comment. Bon, ce produit est donc un produit que tu considères dans ta gamme, c'est l'avant-dernier, parce que le flagship. Celui-ci est juste après, donc c'est un produit qui se positionne moins cher. Tu as les 3000 € de moins ou un truc comme ça? Il est 2000 € à peu près de moins. 2000 € de moins que le Big One, qui est donc la forteresse. Après, on va essayer de descendre un petit peu. Tu as directement des produits qui collent à ça, ou tu as un gap pour avoir les suivants derrière? Après, on va perdre 1000 €, on va descendre sur un 6008 et après on va redescendre encore en dessous. Mais on a des gammes qui vont de 600 à 7000 €. L'avantage de ta marque, c'est pas parce que tu es là, c'est que tu as vraiment des produits très début de gamme. Et il y a 2-3 marques où je peux dire, et il y en avait une qui était là tout à l'heure, c'est que même en début de gamme, ça fonctionne. Il y a des marques qui commencent à faire du début de gamme où ça fonctionne pas. Vous avez quand même une expérience de ouf, vous n'êtes pas en train de débuter, comme les autres, tu te doutes lesquels, qui sont pas loin de chez vous. Et déjà, t'achètes, tu dis, bon, on a déjà quelque chose. Mais après, bien sûr, alors, oui. Ça va aussi dépendre de la salle. Oui. Si on a une salle de 30 mètres carrés, traitée acoustiquement comme une salle de cinéma, on va avoir besoin de plus d'énergie que si on est dans un salon qui va avoir des réflexions, on va le traiter un peu différemment. Si on est dans un petit salon standard d'une quinzaine de mètres carrés ou vingtaine de mètres carrés, bien sûr qu'on va descendre sur un ampli plus petit, mais on peut déjà énormément se faire plaisir. Après, c'est pas une question pure de puissance brute, parce que déjà, si on descend sur pratiquement en entrée de gamme, on va être dans les 80 watts. Sur les hauts, on va être à 170 watts. Donc, il n'y a pas des gaps de puissance énormes. Et il faut savoir que chez soi en domestique, on va écouter à 20-30 watts. Donc, c'est pas. Voilà, on a de la réserve. Vaut mieux faire envie que pitié. Vaut mieux avoir plus que moins. Alors, l'idée de base également, c'est de parler un petit peu de la connectique de ces produits. Je suppose qu'il est capable de tout gober et des formats sonores décodés. Tu as le Dolby Atmos, DTS:X, tu as tous les modes qui vont avec. J'ai tous les formats 3D qui existent, donc DTS:X, Euro 3D, DTS:X. L'Euro 3D, il faudrait qu'on en parle 3 secondes de ça, parce que tu es une des premières personnes à m'avoir parlé de l'Euro 3D. Et l'Euro, pas Euro, l'Euro 3D, il y a encore des choses qui sont faites en Euro 3D? Il y en a encore, mais on va s'en servir surtout dans l'idée de l'utiliser avec son système de matrissage. L'Auromatix est quelque chose qui est fabuleux puisque ça permet de partir d'une base stéréo et de recréer une scène sonore, et c'est le système qui fonctionne, je dirais, un des meilleurs possibles. Oui, des possibles. Parce que c'est particulier comme système, et moi je le retrouve pas beaucoup, même sur des Blu-ray et autres, on le retrouve pas. Et on en retrouve, mais pas très tant peu. Bollywood l'utilise pas mal, mais c'est pas une invention française à la base, l'Euro 3D. C'est belge. C'est belge, donc c'est vrai que c'était européen. C'est une invention assez particulière. C'est quelque chose de techniquement superbe. Après aussi, il y a la puissance commerciale d'un chaque groupe qui fait que. Oui, j'entends. C'est une solution que je trouve super intéressante techniquement, et la façon dont c'est fait, je trouve ça marrant. Mais c'est vrai que c'est pas le format qui est forcément mis en exergue, parce qu'en plus il n'est pas en streaming ni quoi que ce soit. On retrouve certains DVD, Blu-ray. Et donc ce produit, c'est une proposition industrielle qui est donc pour les, on va dire, on n'est pas comme dans un truc 15 mètres carrés pour déjà les pièces conséquentes. Oui, c'est le bon amateur qui veut s'installer déjà un petit cinéma ou avoir un beau salon avec des très belles enceintes. Salon, vaut mieux pas que ce soit un appartement quand même, vu le monstre, il faut que ce soit vraiment peut-être une pièce dédiée. Je trouve que c'est une excellente base de travail pour faire un petit cinéma chez soi. En plus, je suppose que vous avez une application pour le gérer, donc vous prenez tous les formats sonores, vous avez des borniers de haute qualité, vous pouvez brancher tous les types d'enceintes, vous avez à remuer tout le monde, parce que c'est le but de la messe, toute cette électronique qui permet de remuer tous les types d'enceintes. Ce qu'on fait aussi, on a un gros travail sur la capacité, c'est-à-dire qu'on va garantir 70% de l'énergie sur 5 canaux en charge. Donc ça veut dire que au minimum, quand on écoute un home cinéma, on peut utiliser 150 watts sur 5 canaux en charge sans faire écrouler le produit. Mais c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. C'est là où, encore une fois, ce que nous a parlé tout à l'heure, donc la conception technique du produit entre en ligne de compte, parce qu'il y a des produits qui sont annoncés avec telle ou telle puissance, et on sait très très bien quand ils balancent la sauce sur certains pics où tous les canaux sont sollicités, on a même l'afficheur qui clignote. Hein. Ouais. Non mais c'est pas des bourres, hein. Le truc il tient absolument plus. Et c'est là où à ce moment on n'est plus dans l'idée du home cinéma, on est sur l'idée d'une sorte de bricolage qui tient pas aux crêtes. Ouais. Parce qu'avec tous les signaux qu'on a sur les Blu-ray disques en DTS ou un truc comme ça HD, il faut tenir derrière, ça monte d'un coup. Ça monte et ça monte très fort, et de plus en plus on voit les films qui ont vraiment des bandes son de plus en Merci d'en parler. Massives, parce que les bandes son sont de plus en plus
Transformers. Ouais. Les bandes son sont de plus en plus Transformers. Ouais. Je te résume le truc. Moi, j'ai trouvé aussi, hein, quand je regardais les films, je trouve que c'est, je vais pas dire c'est de pire en pire, mais sur les Blu-ray, je me retrouve à faire des modulations de mon volume absolument dingues. C'est de plus en plus violent. C'est très violent, il y a des montées terribles, il y a des pressions acoustiques terribles, puisque maintenant il y a aussi cette grande mode d'avoir une ligne de basse en permanence pour donner plus d'ambiance et de tentation, d'angoisse aussi sur les Ouais. angoisses, donc c'est vraiment très attenant. C'est doux, mais c'est parce qu'à la base, ce sont des œuvres qui sont faites pour les salles de cinéma comme les Dolby Cinema et les salles IMAX, qui sont calibrées pour balancer du grave. Et on les sollicite à fond parce que les gens, ils payent, ils veulent du spectacle. Et on se retrouve avec ça en version domestique. Et là, il faut s'accrocher. Et là, c'est là l'importance de ces produits-là. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance d'un ampli qui tient le coup par rapport à ce qui se passe maintenant dans le mixage qu'on peut trouver dans tous les films hollywoodiens. C'est très 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 important. Quand on regarde en plus une salle IMAX, il faut imaginer que chaque enceinte a son caisson de basse attaché, donc c'est juste délirant, on se retrouve avec 11 ou 15 caissons de basse. Depuis le début de le DTS, quand il a été créé avec Jurassic Park, les gens, les premiers trucs qu'ils ont remarqué, c'est oh là là, quand ils ont entendu, mais j'ai jamais entendu autant de graves, parce que dès le début, DTS avait poussé là-dessus, sur la notion de grave, et ça s'est vérifié à chaque fois. On a, par contre, si tu me permets, il y a des petites questions dans la salle. Je sais que là, on est avec la dernière session et que on est en fin du dimanche après-midi, mais c'est tellement cool. Oh, bonjour jeune homme. Bonjour, micro. Pour être sûr, c'est bien une amplification en classe D, c'est ça? Non, ça va être une amplification AB. 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 Surtout, c'est tous les produits home cinéma, on est en classe AB pour le moment. Pour expliquer, D, c'est numérique, et AB. On peut pas dire numérique, on va dire. Ouais, ils vont dire. Ça, dans la profession, tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais oui, parce qu'on peut pas dire numérique, c'est une modulation en fait. Voilà. On va jouer sur les émodulations comme une alimentation à découpage en fait. Voilà, Focal nous a dit tout à l'heure le contraire, c'est merveilleux. Non mais Mais je rigole. Merci pour ta petite question. Donc étant AB, merci. Bonjour monsieur, bonjour jeune homme. J'avais une question aussi, c'était à propos, là je reviens sur ce que vous disiez, c'était à propos, dans les films, est-ce qu'il y a des réglages à faire sur les enceintes pour ne pas pouvoir à augmenter le volume quand les gens parlent et quand il y a une explosion juste après, on rebaisse à nouveau. Ça c'est le problème qu'on rencontre souvent justement. alors si on a une bonne calibration, normalement, on n'a pas trop de soucis. C'est vraiment l'intelligibilité du système qui va faire que ça marche. Souvent, le souci qu'on a quand on a des problèmes de capacité d'entente des dialogues, c'est que le système n'est pas bien calibré et que tout va un peu se mélanger dans toutes les enceintes. Donc là, on a des problèmes de diaphonie, on a des problèmes de crossover, on a vraiment un gros problème. Donc si on calibre bien son système, théoriquement, on entend très bien les dialogues. Après, on rajoute toujours sur les systèmes, il faut faire attention parce qu'il y avait une calibration qui était pour le cinéma et les écrans transsonores, donc on avait des aigus qui étaient boostés pour passer les écrans transsonores, et ça, on le coupe en fait dans les systèmes. On a un petit bouton dans les menus pour l'enlever, et maintenant aussi sur les calibrations, souvent ça le traite. L'autre chose qu'on a rajouté, c'est un petit système qui va améliorer, qui va un peu booster les dialogues, qui est un petit traitement algorithmique qui va changer un petit peu la perception des dialogues pour les mettre en avant si on n'a pas très bien fait le travail de calibration. Je vais être encore plus dur que toi. On me dit souvent, c'est vrai que je teste des téléviseurs, je teste des systèmes. Je dis, oh, c'est bizarre. Dès qu'il se passe quelque chose, j'entends plus les dialogues et autres. Je vais encore être plus méchant que toi. Je dis que si normalement on a une enceinte centrale de qualité avec un système bien réglé, ça ne devrait pas arriver. Parce que je ne vois pas en quoi le dialogue serait troublé par tous les sons autour. Au mixage, on ne travaille pas comme ça. Quand on fait du mastering de film, on met les dialogues sont clairement identifiés. Tout ce qu'il y a autour est clairement intelligible normalement. Si ça se mélange, c'est qu'il y a un problème après. Mais pas au moment du mastering lui-même. Sinon, on ne pourrait pas travailler avec des doubleurs ou avec des gens qui sont en train de faire les voix. Donc, on sait très bien au mastering, puisque j'ai la chance d'être dans ce milieu, on travaille bien les voix. Ce qui se passe après, c'est souvent des problèmes de réégalisation, comme tu dis, parce que quand on est au cinéma, on a un écran transsonore, ça fait qu'on pousse les S pour essayer d'éviter qu'on n'ait pas les S au passage du transsonore. C'est là où il faut mettre un filtre pour pas que ça siffle, parce que il n'y a pas d'autre mot, ça va siffler. Mais en général, par exemple, les Blu-ray disques sont réégalisés directement sans qu'on ait à faire cette manipulation. Il faut savoir que les bandes son en IMAX ou en Dolby Cinema ou autre, on les retravaille pour la partie domestique. On n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques pour pas péter ni vos oreilles ni les systèmes. On remodule certains points, dont celui-ci. Mais logiquement, moi j'ai eu plein de potes qui sont venus à la maison et qui ont dit bah tiens c'est bizarre, je suis pas pour me vanter, mais j'ai calibré mon système avec un pro, et sur des films genre Transformers où c'est le bordel intégral, parce que eux ça fait partie comme des top 10 des films qui t'en met plein la tête, tu sais même pas ce qui se passe.
Et tu l'entends au cinéma, les dialogues restent tranquilles, corrects. Tu le mets sur un mauvais téléviseur qui est censé avoir une voix centrale au milieu, t'entends plus les dialogues, ou un mauvais système, t'entends plus les dialogues. Mais là, c'est pas la faute du mixage, c'est le système. Et c'est là où justement, Yann, on essaie de vous dire que ça peut exister correctement. Mais il faut aussi régler et sortir les enceintes, l'importance de l'enceinte centrale. C'est souvent, ce qu'on voit aussi, c'est sur les installations. J'ai souvent constaté qu'on va mettre beaucoup d'argent sur les enceintes droite-gauche et que la centrale, on va mettre une petite centrale. La centrale est 80% du son. Donc, l'intelligibilité du film. Intelligibilité du film. Il faut presque qu'elle soit disproportionnée. Je dis, quelque part, il faut qu'elle soit vraiment balèze parce que c'est super important. Quand tu regardes la façon dont on mixe, on va mettre un petit peu de musique ou des effets sur le côté, à l'arrière, mais la voix centrale, à moins qu'on balance des films genre L'Exorciste avec des voix derrière, la voix centrale, c'est l'endroit où il y a le doubleur. C'est l'endroit où on assure l'intelligibilité. Si c'est pas là, c'est rare qu'au mixage, ce soit pas là, à la base. C'est que c'est pas là après. Parce qu'on l'a mixé, on entend ce que le mec dit, quoi. Enfin, c'est ma position. Je suis totalement d'accord. C'est qu'après, il y a un problème. Ça peut être sur Netflix ou autre, ou même sur Netflix, ils poussent à fond, ils remontent les dialogues volontairement. Parce qu'on est sur des séries télé ou autres qui sont très mises en avant. Si on n'entend pas chez soi, il y a un problème. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. On t'a dit que chez toi ça marchait pas, c'est ça? C'est affreux, j'ai honte. Oui. Alors il y a une dernière question qui nous vient du Chatos. Est-il possible de nous rappeler le prix et où est-ce qu'on peut se le procurer? L'AVCA10, il va être disponible chez tous vos bons vendeurs à 4 700 €. Donc on va le trouver classiquement dans toute la distribution qui fait un peu de produits haut de gamme, donc ça c'est facile à trouver. Il vient juste de sortir, donc il est peut-être pas encore disponible chez tout le monde, mais il est en train d'arriver. La première fois que tu le montres quelque part ou il était montré avant, le produit? C'est la première fois et il est sur le stand Epson en démonstration. Il est là-bas aussi. Ouais. Vous avez bien fait Voilà. pour présenter le projecteur. Dans tous les cas, je crois qu'on peut applaudir Yann parce que c'est formidable que tu aies pu être là avec nous. C'est vraiment formidable. Merci d'être resté. Je sais qu'il commence à se faire tard et qu'on est sur la dernière session. Tout à l'heure, il y aura la clôture du salon et déjà, je peux vous dire par avance qu'on est ravis de vous avoir reçu. C'était un salon qui est déjà, même s'il reste encore une heure ou je sais pas quoi, déjà super mémorable au niveau, bien sûr, du nombre de personnes. Et les produits présentés ici, on est allé sur tous les stands, dont celui de Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, avec des produits de folie quand même, des folies. Merci Yann. De rien, merci. Merci, on applaudit encore. Merci. Merci de nous Donc, avoir une petite session encore tout à l'heure, on dira au revoir. C'est la fin de ça commence à être la fin du salon. Allez, merci.